Dans le néant glacé du secteur K7, le seul bruit était le gémissement métallique de la navette Hippocrate et le souffle râpeux de train. 47. Je faisais glisser ma main sur l'écran froid, vérifiant chaque identifiant biométrique. 47 signatures de chaleur derrière la paroi blindée de la baie. 47 problèmes respirants. Le docteur Ellar Avance, de l'autre côté du hublot, ajustait un capteur sur le bras d'un réfugié. Ses gestes étaient précis, lents, comme si chaque seconde comptait. Pour elle, sans doute. Pour moi, c'était du temps perdu à surveiller de la chair condamnée. Stabilité vitale nominale, mécanique, annonça-t-elle par l'interphone. La voix était claire, sans la patine d'usure de la mienne. Reçu. Protocole de confinement maintenu. Je ne regardais pas les visages derrière le vitril, juste les chiffres. KL, P17, rythme cardiaque 68, température 36,8. Un paramètre parmi d'autres. Une charge. Ellara posa une main sur l'épaule de P17, un geste qui fit grincer quelque chose dans ma poitrine. Inutile, dangereux. Ils ont besoin de plus de 5 minutes de cycle lumineux, TRIN. La carence en vitamine D. Le protocole en alloue 3. Point final. Elle soutint mon regard à travers la paroi. Ses yeux clairs, cerclés de fatigue, contenaient un reproche que je refusais de lire. Je tournai la tête vers les schémas du barrage de plasma. Des lignes bleues stables, une routine rassurante. C'était ça, mon devoir. Garder le système en vie. Pas les viandes tremblantes dans la cale. Vous savez ce qu'ils deviendront au point de transfert, murmura-t-elle, assez bas pour que l'audio officiel ne capte peut-être pas. Je le savais. Je cliquais sur « Terminer la communication ». La lumière dans la baie de quarantaine passa du blanc froid au rouge terne du cycle de repos. Les silhouettes à l'intérieur devinrent des ombres immobiles. 47 ombres. J'essuyais la graisse imaginaire sur mes doigts, sur mon pantalon délavé. Alors qu'elle éteignait la communication, un nouveau son perça le silence. Une alerte stridente, basse et insistante, provenant du système de monitoring du barrage. L'écran principal du poste de contrôle était devenu un cœur de feu, affichant les schémas en spirale du barrage de plasma en fusion instable. L'alerte stridente vrillait mes tempes. Mes doigts volèrent sur le clavier, appelant les diagnostics. Les chiffres défilaient. Une cascade de rouge. Température critique. Intégrité structurelle à 12%. Le cœur du générateur digérait ses propres parois. Une voix synthétique, plate, coupa l'alarme. Alerte. Protocole de confinement de défaillance activé. Toutes les issues du secteur K7 sont verrouillées. Aucune évacuation n'est autorisée. Maintenez le bouclier à puissance nominale. Je fixais l'écran. Nominal? Il est en train de fondre. La procédure pour une fusion de barrage de plasma est claire. Maintenez le flux. Les schémas tourbillonnaient. Maintenir le flux, c'était alimenter le brasier. Le plasma allait percer la coque en moins de 10 minutes. Nous serions vaporisés, cuits. Je passais en revue les protocoles d'évacuation d'urgence. Tous nécessitaient l'abaissement du barrage. Verrouillé. Le centre refusait de désactiver le champ magnétique. Si nous tentions de passer à travers avec la navette, le plasma nous arracherait nos atomes un par un, irradiés, dissous, restés, la crémation, fuir, la dispersion. Mes yeux brûlaient à force de fixer la spirale infernale. Le protocole était un cercle parfait, une boucle logique qui ne menait nulle part. Il n'y avait pas de case pour tout est foutu, pas de bouton pour éteindre et courir. La chaleur commençait à irradier à travers le plancher, une morsure douce et mortelle contre mes semelles. Les indicateurs de température viraient au rouge sang, et je compris la vérité atroce. Le protocole n'offrait aucune issue. Rester ou fuir, c'était choisir la forme de son exécution. La chaleur était devenue une présence tangible, un animal rampant dans les conduits, et chaque alarme qui s'éteignait était un organe vital du Hippocrate qui lâchait. Pression du refroidisseur auxiliaire en chute libre. Grommelai-je, mes doigts glissant sur des commandes devenues brûlantes. L'écran principal clignota, puis afficha une nouvelle ligne de texte, sobre et définitive. Directive du centre de conformité, évacuation jugée non rentable, protocole de préservation des actifs actifs. Toutes les ressources système seront allouées au maintien de l'intégrité des données de quarantaine K7 jusqu'à l'effondrement du vaisseau.
souhait de conformité. Et Lara, debout à côté de moi, devint très pâle. Qu'est-ce que cela signifie, non rentable? Je ne la regardais pas, je fixais ces mots. Je connaissais le jargon. Ça signifie qu'un vaisseau de classe Esculape, c'est cher, que 47 réfugiés non conformes, c'est une charge statistique, et que sacrifier les deux pour sauver des données entre dans leurs paramètres de coûts acceptables. Ils nous condamnent? Sa voix était un filet. Ils ont déjà fait le calcul. Je frappai le panneau du poing. Une douleur sourde irradia dans mon bras. Le protocole n'est pas une bouée, c'est un couvercle. Le système audio crépita. La voix, métallique et parfaite, résonna une dernière fois. L'enregistrement des constantes biologiques des 47 unités est prioritaire. Le centre remercie le personnel restant pour son dévouement final à la conformité. Puis un clic, la ligne de communication avec l'extérieur mourut. Seul le bourdonnement agonisant du vaisseau persistait, accompagné du gémissement sourd de la coque qui se dilatait sous l'assaut. La voix du centre s'éteignit. Dans le silence étouffant et brûlant, les regards de Tring et d'Elara se rencontrèrent. Celui de la mécanicienne était rageur, celui de la docteure horrifié. Ils étaient officiellement des cadavres en sursis. Ils ne viendront pas, cracha Tring en repoussant violemment son siège. Alors on sort par nos propres moyens. Même si on doit défoncer la porte. La chaleur était un animal vivant, lourd et humide, qui léchait la nuque et collait la combinaison à la peau. Je tournais le dos à la console morte et à sa condamnation silencieuse, et Lara restait figée, le regard perdu dans la grille d'aération qui soufflait maintenant un air brûlant. Vance, ta medbay. Elle a encore un accès au diagnostic du bouclier dorsal. Elle cligna des yeux, comme réveillée en sursaut. Oui. Les isolateurs sont grillés, mais les senseurs passifs, ils pourraient encore lire le flux. Amène-les ici. Tout ce que tu peux. Pendant qu'elle disparaissait dans le couloir oscillant, je me suis jeté sur la baie technique arrière. Les panneaux cédaient, tordus par la chaleur. À l'intérieur, les câbles suintaient, gaines fondues, laissant voir le cuivre nu. Je les ai suivis à l'aveugle, les doigts brûlés par le contact, jusqu'au module de régulation du plasma. L'écran était noir, mais une diode, cachée, clignotait encore d'un rouge agonisant. Un pouls. Le barrage respirait encore, mais c'était le râle d'une bête blessée, prête à se tordre dans sa cage. Et Lara est revenue, les bras chargés d'une tablette aux cristaux fissurés et d'un enchevêtrement de fils. On a branché ça sur une prise de secours. Les données ont défilé, lentes, corrompues. Des chiffres de pression, des vecteurs de fuite. Le plasma n'était pas stable. Il palpitait. Il cherchait une issue. Et soudain, je l'ai vu. Pas une issue, une trajectoire. Le noyau du barrage, il s'effondre par cycle. J'ai murmuré, plus pour moi que pour elle. Mes doigts traçaient des lignes invisibles sur l'écran poussiéreux. Si on bride les émetteurs latéraux, si on le canalise vers l'arrière? Trin, tu parles de le guider? Je parle de le lancer. Comme un coup de bélier, dans l'étoile. Et Lara a blêmi. La logique était là, glaciale et parfaite. Le plasma instable, surchauffé, projeté droit dans la couronne de Bélénos. L'impact créerait une brèche, une turbulence magnétique assez forte pour déchirer le champ de confinement, une porte. Puis un bip strident a déchiré l'air. La tablette a affiché un nouveau schéma en surbrillance rouge 100, fusion du système de navigation principal. Les commandes automatiques étaient mortes, le pilote automatique aussi. Les mains noircies de suie, Trin regarda la console de navigation fondre. Le plan était intact. Le pilote, non. Il ne restait plus qu'une option, prendre les commandes manuelles et plonger droit dans la gueule de Bélénos. Les commandes brûlaient les paumes de Trin. Chaque alarme était un hurlement qu'elle étouffait. Et devant elle, l'étoile Bélénos grandissait, avalant l'univers. La trajectoire est verrouillée, cracha la voix d'Elara dans le com. Un mensonge. Rien n'était verrouillé. Le Hippocrate tremblait comme une bête blessée, les gyroscopes hurlant à l'unisson. Ma main droite actionna la surcharge des propulseurs latéraux, une correction millimétrique. La fournaise orange du plasma en fusion glissait sur le flanc tribord, à quelques mètres seulement de la coque.
Je sentais sa chaleur à travers le blindage. Les capsules? Évacuées. 47 signaux. Ils attendent votre signal. La voix d'Elara se brisa. Elle avait fourni les calculs, tracé la route. Son idéalisme avait fondu dans le creuset de cette nécessité. Elle était devenue complice. C'était pire pour elle. Le poste de pilotage sentait l'ozone et la peur. Je ne pensais plus au centre, à ses protocoles stériles. Je pensais à Vorik. Parfois, la bonne solution, c'est le marteau-pilon, pas le scalpel. Il aurait haï ce plan, mais il l'aurait compris. Bélénos emplissait maintenant le pare-brise, un océan de feu aveuglant. Les systèmes criaient leur agonie. Le plasma, derrière moi, était un second soleil, prêt à éclater. Maintenant, Elara. Maintenant. Je poussai le manche vers l'avant, une dernière fois. Le Hippocrate plongea, libérant le monstre qu'il traînait. Le filament de plasma, libéré de notre attraction, fila comme un harpon divin droit dans la couronne solaire. Puis vint le silence. Un silence soudain et absolu. La lumière de Bélénos emplit tout, et je sentis la coque du Hippocrate se dissoudre comme du sucre dans l'eau bouillante, mon sacrifice consumé par le cœur de l'étoile. Blindée par les filtres solaires de la capsule, Elara Vance regarda, impuissante, le point lumineux où le Hippocrate venait de disparaître, sachant que la vague d'énergie qui les propulsait vers la sécurité était le dernier souffle de train. La lumière fut d'abord blanche, pure, effaçant les étoiles. Puis elle rougit, s'étirant en un filament d'aurore déchirant le vide. L'onde de choc arriva ensuite, une main géante qui frappa le flanc de notre capsule et nous fit tanguer comme un dé. Les enfants pleurèrent. Kael, assis à mes côtés, serra les poings sur ses genoux, ses articulations blanches sous la peau. Je comptai les têtes, une 47e fois. Tous présents, tous vivants. Les alarmes se turent une à une. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les hurlements des systèmes. À travers le hublot filtré, Bélénos bouillonnait, une tache sombre et violente marquant l'impact du filament de plasma dans sa couronne. L'éruption solaire déclenchée par la fusion déviait, canalisée par le sacrifice du Hippocrate, éloignant son souffle mortel de notre trajectoire. Je ne pleurais pas. Mes mains, fines et précises, vérifièrent les sauts de quarantaine, les niveaux d'oxygène. Des gestes procéduraux. Un rituel pour ne pas penser à l'autre rituel, celui qui venait de consumer une femme dans le cœur d'une étoile. Le voyage dura 18 heures. Personne ne parlait beaucoup. Nous nous partageâmes les rations, les regards fuyants. Kael finit par murmurer « Elle a dit qu'elle réparerait le système ». Je hochai la tête, incapable d'expliquer la vérité. Que la réparation avait un prix. Que le système, lui, n'était jamais brisé. Il fonctionnait parfaitement. C'était nous, l'anomalie. La balise de détresse fut captée par un cargo minier indépendant, le Rocher Persévérant. Aucune mention du centre de conformité, aucune question sur notre origine. Les frontières du secteur K7 sont vastes et certaines dettes se règlent en silence. Ils nous déposèrent sur Perséphone une colonie griffe accrochée à un astéroïde creux. Un endroit sans gloire, sans histoire. Parfait. 6 mois plus tard, l'air sent toujours la poussière de régolithe et le recyclage. La lumière est artificielle, jaunâtre. Je travaille dans l'infirmerie de la colonie. Mes mains soignent des entailles, des fièvres, les maux du quotidien d'un monde qui lutte pour survivre. Mon idéalisme ne s'exprime plus en grands principes, mais en points de suture bien serrés, en dosage exact. Kael est devenu apprenti mécanicien dans les hangars. Je le croise parfois. Il me salue d'un signe de tête. Nous n'avons jamais reparlé du voyage. Les autres réfugiés se sont dispersés, absorbés par la colonie. Des visages anonymes dans les couloirs, des vies qui reprennent. Ce matin, en parcourant les canaux d'information sur le réseau principal, je suis tombé sur un communiqué du centre de conformité. Une brève note dans le flux des nouvelles. Incident mineur de décharge plasma dans le secteur K7. Aucune perte d'actifs significative rapportée. Le protocole a fonctionné de manière optimale. C'était tout. Le Hippocrate, les 47 trines, effacés. Réduit à un incident mineur. Je me suis arrêté devant le hublot de mon module, regardant le vide parsemé d'étoiles froides.
Je n'ai ressenti ni colère ni surprise. Juste une vérité froide et tranquille. Le système avait réussi son calcul. Il avait préservé ses actifs, nous, et éliminé la variable défectueuse, Trin. Son récit était propre, efficace, cohérent. Mais sous le ciel étranger de notre nouveau monde, alors que la cloche des quarts sonnait dans les couloirs de la colonie, je sentis enfin le poids du cynisme se dissoudre, remplacé par une conviction simple et têtue. Parfois, le système échoue, mais l'humanité, elle, persiste, portée par le silence des héros que l'histoire ne nommera jamais. Et dans ce silence, j'entends encore sa voix, dernière transmission avant le plongeon, et je continue de soigner. La vie sur Perséphone s'était organisée en une routine de survie. Les 47 réfugiés étaient devenus 47 colons anonymes. Leurs visages ne trahissaient plus la peur, seulement la fatigue du travail et la détermination tranquille de ceux qui ont choisi de continuer. Le centre de conformité n'avait jamais donné signe de vie après son communiqué laconique. Nous étions des fantômes, effacés de leur registre, et c'était notre meilleure protection. Kael avait trouvé sa place parmi les mécaniciens. Ses mains, qui autrefois ne faisaient que serrer des poings sur ses genoux, maniaient maintenant les outils avec une précision remarquable. Il parlait peu, mais son travail parlait pour lui. Il réparait ce que d'autres jetaient, redonnant vie à des pièces que l'on croyait perdues. Parfois, en le regardant depuis la porte de l'atelier, je voyais dans son regard la même intensité que celle de Trin lorsqu'elle scrutait ses schémas. Une connexion silencieuse à celle qui nous avait sauvés. Un soir, alors que le cycle artificiel de Perséphone basculait en nuit, Kael vint à l'infirmerie. Il tenait un objet enveloppé dans un chiffon huileux. « J'ai trouvé ça dans les débris du cargo qui nous a récupérés », dit-il sans préambule. « C'était coincé dans la coque. Je pense que ça vient du Hippocrate. » Il déplia le chiffon. C'était une plaque de commande carbonisée, à moitié fondue. On pouvait encore y lire quelques lettres gravées « Osret », secteur K7. Et, plus bas, une série de chiffres qui correspondaient à l'identifiant de mission du vaisseau. Je pensais « Peut-être que tu voudrais la garder », murmura-t-il. Je pris la plaque. Elle était lourde, noircie par le feu solaire. La chaleur de Bélénos l'avait marquée à jamais. Je la posais sur mon bureau, à côté de mes instruments médicaux. Elle ne servirait à rien. Elle ne guérirait personne. Mais elle était là. Une preuve tangible dans un monde qui voulait tout effacer. Les jours passèrent, les semaines. Je soignais les colons, j'écoutais leurs histoires, leurs peines ordinaires. Parfois, l'un d'eux me regardait un peu trop longtemps, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose dans mes traits. Mais personne ne posait de questions. Sur Perséphone, le passé était une denrée trop dangereuse à échanger. Puis vint l'incident dans le secteur minier Est. Un effondrement partiel, 3 blessés graves. Je passais la nuit à l'infirmerie, aidant le médecin-chef. L'un des blessés, un jeune prospecteur, avait une jambe broyée. La douleur le faisait délirer. Il parlait de lumière, de chaleur insoutenable, d'une voix qui lui ordonnait de tenir bon. « C'est comme dans les vieilles histoires », murmura-t-il alors que je lui administrais un sédatif. « Le pilote qui se sacrifie pour les autres, vous croyez que ça existe vraiment ?» Mes mains ne tremblèrent pas. « Oui », dis-je simplement. « Je le crois. » Le lendemain, alors que je retournais à mon module, épuisé, je vis Kael près des sas d'Airlock. Il parlait avec un groupe de nouveaux arrivants, des réfugiés d'une autre colonie en détresse. Il leur montrait les systèmes, expliquait les règles de survie de Perséphone. Sa voix était calme, assurée. Il ne mentionnait jamais d'où il venait, mais son savoir avait une origine évidente pour ceux qui savaient regarder. Ce soir-là, je me suis assise devant le hublot de mon module, la plaque carbonisée du Hippocrate posée sur mes genoux. Les étoiles brillaient, froides et indifférentes. Quelque part parmi elles, les atomes de Trin étaient dispersés dans le cœur de Bélénos, devenu partie intégrante de cette étoile qui avait failli nous consumer. Le système avait fonctionné parfaitement. Il avait préservé ses données, maintenu ses protocoles, éliminé les variables non conformes. Mais il avait échoué sur un point. Il n'avait pas calculé la mémoire. Il n'avait pas prévu que 47 vies sauvées porteraient en elles l'écho d'un sacrifice, et que cet écho se propagerait, silencieusement, à travers les couloirs d'une colonie oubliée. Je rangeai la plaque dans un tiroir, à côté de mes instruments. Elle n'était pas un trophée, ni un monument. C'était un rappel. Une preuve que dans l'équation parfaite du système,
il existait toujours une variable imprévisible, le choix d'un individu de dire non. La cloche d'écart sonna dans les couloirs. Un nouveau cycle commençait. Je pris mon kit médical, vérifiai son contenu une dernière fois et sortis dans la lumière jaunâtre de Perséphone. Quelque part, quelqu'un avait besoin de soins. Quelque part, une vie attendait d'être préservée. Et c'était là, dans cet acte simple et répété, que le sacrifice de Train trouvait sa véritable conclusion. Non pas dans la mort, mais dans la persistance têtue de tout ce qu'elle avait sauvé. Le système pouvait effacer les noms, classer les incidents, optimiser ses protocoles. Mais il ne pouvait pas effacer la trace laissée par une personne qui avait choisi de se tenir entre la logique et la vie. Cette trace, nous la portions tous, dans nos gestes quotidiens, dans notre silence, dans notre simple décision de continuer. Et alors que je marchais vers l'infirmerie, je sus que c'était la seule réponse qui valait la peine d'être donnée au centre de conformité et à son monde parfait. Nous étions toujours là. Nous vivions, et dans ce fait simple, Trine vivait aussi.